Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. Le 15 janvier, la première phase de l'accord commercial sino-américain a été signée à la Maison-Blanche par le président américain Donald Trump et le vice-premier ministre de la Chine et négociateur en chef de la partie chinoise sur le commerce, Liu He. Quel est le contenu de cet accord? Est-ce qu'il marque la fin du conflit commercial entre les deux pays? S'agit-il d'une avancée historique qui va permettre la naissance d'une nouvelle ère de coopération positive entre les deux pays? Nous en discutons aujourd'hui avec M. Ding Yifan, chercheur au Centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pourriez-vous nous préciser le contenu de cet accord? Mais en fait, le contenu de l'accord est assez simple. Relativement simple, on peut le résumer en trois parties. Première partie, donc on va réduire petit à petit la taxe imposée sur l'exportation chinoise vers le marché américain. Et le gouvernement Trump a promis de réduire dès maintenant, dès la signature de l'accord, de moitié, c'est-à-dire de 15%. La taxe est réduite à 7,5%. La partie chinoise va réduire aussi, symboliquement aussi, la taxe imposée sur l'importation des produits américains, surtout des produits agricoles. Et secondairement, nous allons engager à une deuxième phase de la négociation. Et la deuxième phase de la négociation vise l'annulation totale de la taxe. C'est-à-dire que normalement, si la deuxième phase de négociation se passe bien, à la fin de la deuxième phase de négociation, on va supprimer toutes les taxes imposées jusqu'à maintenant. Et dans la deuxième phase de la négociation, on va continuer à négocier sur des problèmes plutôt qu'on appelle épineux, c'est-à-dire des problèmes concernant la subvention de l'État aux entreprises publiques, etc. Mais dans la première phase, déjà, dans la première phase de la négociation, il y a des clauses sur la protection de propriété intellectuelle. De propriété intellectuelle, mais il s'agit des mesures de révision et de contrôle sur l'état de la protection des propriétés intellectuelles. Donc les Américains pensent que ce serait une clause importante pour protéger l'exportation américaine en Chine. Mais pour la Chine aussi, c'est aussi une mesure importante pour essayer de mettre un peu plus de l'ordre sur le marché chinois, parce que la Chine aussi, les entreprises chinoises aussi, ont besoin de protéger leur propriété intellectuelle, surtout des entreprises chinoises technologiques, telles que Huawei, etc. Ils ont aussi besoin d'une meilleure protection de leur propriété intellectuelle. Finalement, en gros, ce sont les contenus de la première phase de négociation. En fait, c'est un accord très détaillé qui comprend près de 90 pages, à savoir les grands sujets, mais aussi la mise en œuvre de cet accord ou le mécanisme de règlement en cas de différend. Oui. Durant la cérémonie de la signature de cet accord, le président américain a qualifié cet accord d'historique. Quel jugement portez-vous sur cet accord? Est-ce que c'est un accord gagnant-gagnant? En fait, d'une certaine manière, le président Trump a intérêt à glorifier un peu les résultats de cette négociation, parce qu'en fin de compte, le lancement de la guerre commerciale, donc de la surtaxe sur l'importation chinoise, ainsi que le résultat de cette négociation, sont d'une certaine manière voulus par le président Trump. Comme dit le commissaire de l'Union européenne, de la Commission européenne, eh bien, cette fin de la négociation de la phase 1 de la négociation ne sert qu'à des objectifs électoraux du président Trump. Donc on va voir ce qui se passera après novembre, parce que visiblement l'accord n'est valable que l'échéance de novembre.
après novembre, il y a de fortes possibilités que les deux parties aillent négocier à nouveau. Et à ce moment-là, personne ne sait si l'administration Trump n'aille pas sortir quelque chose de nouveau sur le sujet commercial. Et justement, certains experts pensent que la Chine a fait trop de concessions en augmentant ses importations en provenance des États-Unis, en libéralisant son marché financier. Quelle est votre analyse? Est-ce que vous partagez cette opinion? Probablement quelquefois trop tendance à exagérer les résultats ou les concessions soi-disant. Et en fait, la Chine, il ne faut pas oublier que la Chine a arrêté à un moment donné d'acheter des produits agricoles américains. Et cette fois-ci, la Chine a repris l'achat des produits américains. Donc il ne faut pas exagérer, parce que la Chine a élargi ses achats vis-à-vis d'autres pays, vis-à-vis du Brésil, mais nous avons remarqué que finalement, les produits importés du Brésil comprennent aussi quelquefois des produits américains. C'est un problème de commerce transféré. Donc finalement, ça n'a pas changé beaucoup de choses. Ça n'a pas changé beaucoup de choses parce que pour beaucoup de produits agricoles tels que le soja et le maïs, la Chine est le plus grand marché de consommation. Et de toute façon, les producteurs ou les exportateurs de maïs et de soja dépendent beaucoup du marché chinois pour leur production. Et comme la Chine commence à reprendre l'achat des produits agricoles, cela pourrait rassurer un peu les électorats pour le président Trump, parce que finalement ce sont ces États producteurs de céréales qui avaient voté la dernière fois massivement pour le président Trump. Et maintenant, au milieu de la guerre commerciale, les sondages d'opinion montrent que finalement le soutien au président Trump tend à diminuer. C'est probablement pour cela que au cours de la négociation, l'équipe de négociation américaine avait beaucoup insisté pour que la Chine reprenne les achats des produits agricoles. Mais certains experts considèrent que les conflits commerciaux ont poussé la Chine à trouver de nouvelles chaînes d'alimentation au Brésil et en Argentine, comme ce que vous avez indiqué tout à l'heure. Est-ce que cet accord peut vraiment immédiatement résoudre les problèmes économiques de l'agricole américaine? C'est pour éviter, parce que avant la guerre commerciale, la production agricole américaine dépend beaucoup de l'exportation vers la Chine. Le marché chinois représente à peu près 60% de la production américaine. Donc de ce point de vue, bien sûr, la guerre commerciale a terriblement affecté la production et les intérêts des agriculteurs américains. Mais une fois de plus, lorsque la Chine a élargi l'importation des produits agricoles du Brésil et de l'Argentine, et nous avons remarqué qu'il y a des produits américains qui ont été mélangés. Parce que finalement, ni le Brésil ni l'Argentine n'étaient capables de fournir autant de produits agricoles à la Chine. La demande du marché chinois est telle que finalement, il peut absorber. Le marché chinois peut absorber beaucoup plus de produits agricoles du monde entier. Selon cet accord, la Chine s'est engagée à acheter pour 200 milliards de biens et de services américains au cours des 2 prochaines années. Est-ce que vous pensez que la Chine est capable d'absorber ces augmentations d'importation? C'est contradictoire parce que d'une fois, non pas le gouvernement Trump, mais le Congrès, le Parlement américain, a interdit la vente de beaucoup de produits technologiques à la Chine. D'autre part, l'administration Trump voulait que la Chine achète une certaine quantité de produits américains. Mais qu'est-ce que la Chine pourrait acheter à la fin? La Chine voulait acheter des produits technologiques aux États-Unis qui sont interdits par le Parlement. Alors,
qu'on veuille ou non. Même si la Chine montre à la bonne volonté, la Chine n'a pas beaucoup de choses à acheter auprès des Américains. Est-ce que cet accord va beaucoup influencer les coopérations avec les autres partenaires si la Chine et les États-Unis renforcent davantage leur commerce? Théoriquement, si la Chine et les États-Unis arrivent à un arrêt de la guerre commerciale, c'est une bonne nouvelle pour l'économie mondiale. Parce qu'aujourd'hui, la chaîne de production est globalisée. Donc, la guerre commerciale affecte non seulement la Chine et les États-Unis, mais affecte aussi les autres pays du monde. Par exemple, les entreprises européennes ont installé en Chine des chaînes de production, etc. Beaucoup de ces capacités de production visent le marché américain. Mais avec la guerre commerciale, avec la taxe imposée sur l'exportation chinoise, bien, les produits des compagnies européennes sont affectés aussi. Elles sont obligées de chercher d'autres canaux pour répondre en fait aux besoins du marché américain. Et donc finalement transférer une chaîne de production vers d'autres pays, trouver les mêmes facilités de travail, de production, etc., ce n'est pas chose facile. Donc ça affecte beaucoup de pays, ça affecte beaucoup d'entreprises. Peu avant la signature de cet accord, le 13 janvier, le département du Trésor américain a annoncé qu'il allait retirer la Chine de la liste des pays manipulateurs de devises. Que vous inspire cette décision? En fait, c'était une décision complètement aberrante. C'était une décision aberrante parce que avant que le gouvernement Trump prenne cette décision d'annoncer que la Chine soit considérée comme un pays manipulateur de monnaie, eh bien, le FMI, donc le Fonds monétaire international, même le département de Trésor, donc le ministère de Finances américain, avait annoncé qu'il n'y avait pas de preuve, il n'y avait pas d'évidence que la Chine ait utilisé la monnaie comme un instrument pour renforcer sa compétitivité de l'exportation. Mais il ne faut pas oublier que c'est le président Trump qui a donné personnellement l'ordre à son ministre des Finances, au secrétaire de trésorerie, de déclarer la Chine manipulateur de la monnaie, parce qu'il voulait avec cela renforcer un peu son enjeu de négociation, tout simplement ça. Parce qu'il n'y a pas d'évidence pour montrer que finalement la Chine est fait exprès pour utiliser la dévaluation de sa monnaie comme un instrument de renforcer la compétitivité de son exportation. En fait, si on regarde l'évolution de l'exportation chinoise, la compétitivité de l'exportation chinoise ne réside pas dans la dévaluation de la monnaie. Au contraire, ces dernières années, la monnaie chinoise a été réévaluée constamment contre le dollar, contre l'euro, etc. Et l'exportation chinoise continue à s'accroître. Donc ça n'a rien à voir. En fait, dans les années 80, les États-Unis et le Japon ont signé des accords du Plaza. À l'époque, les États-Unis, en plus de réclamer une revalorisation du yen, ont aussi demandé que le Japon libéralise son marché intérieur, notamment le marché financier. Certains experts pensent que cet accord sino-américain de phase 1 soit une sorte de copie des accords du Plaza. En fait, on ne peut pas faire la comparaison entre l'accord de Plaza et cette phase. La phase 1 de l'accord de négociation sur les disputes commerciales. Parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le monde était complètement différent de celui d'aujourd'hui. Le commerce bilatéral entre le Japon et les États-Unis à l'époque était composé principalement des objets de consommation, des voitures, des appareils électroménagers, etc. etc. En fait, le marché japonais est très fermé. Il n'y a pas beaucoup d'investissements étrangers au Japon, tandis qu'en Chine,
si on regarde le commerce bilatéral entre les États-Unis et la Chine, plus que la moitié, 60% des produits exportés de Chine sont des produits semi-finis. C'est-à-dire des pièces détachées, des pièces à rechange, etc., etc. Mais ce ne sont pas des objets de consommation. C'est dans une chaîne de production globale. Et les entreprises américaines ou les entreprises internationales installées aux États-Unis ont besoin de ces pièces détachées, de ces pièces semi-finies pour leur assemblage. Et de ce point de vue, donc, ça n'a rien. La structure du commerce d'aujourd'hui est complètement différente de celle d'hier. Puis, au cours de la négociation, la Chine, contrairement au Japon, avait une certaine aisance. Parce que, à l'époque, l'économie japonaise dépend beaucoup du marché américain. Le marché américain était presque la totalité de l'exportation japonaise. En plus, le marché japonais et le marché américain étaient incomparables. Le marché japonais était à peine un quart de le marché américain, etc. Donc, la croissance japonaise dépend beaucoup de l'exportation, donc du marché américain. Et bien, il ne faut pas oublier aussi que le Japon était, d'une certaine manière, un pays vaincu de la Seconde Guerre mondiale. Et sur le sol japonais, il y a encore des stationnements des troupes américaines, etc., etc. De ce point de vue, au cours de la négociation, le Japon a dû faire des concessions, a dû faire des efforts pour répondre aux exigences du gouvernement Reagan, etc., etc. Et la situation aujourd'hui est totalement différente, parce que la Chine est devenue un marché plus grand que celui des Américains. L'année dernière, la Chine est devenue le premier marché de consommation de détail. Donc de ce point de vue, la Chine n'a pas besoin de négocier avec les Américains pour avoir un certain équilibre de ce point de vue, parce que les exportations américaines comptent beaucoup sur le marché chinois pour absorber sa production, là aussi. On peut négocier, et la Chine a de quoi négocier avec les Américains, etc. Mais en plus, même l'économie américaine dépend beaucoup de l'exportation chinoise, comme je vous expliquais. Beaucoup de pièces semi-finies et détachées sont nécessaires pour la production industrielle américaine. Donc si le gouvernement Trump coupe totalement l'approvisionnement chinois, ça va causer une catastrophe de l'économie américaine. Et ça, puis en plus, souvent les gens font des allusions à la libéralisation du marché financier chinois. Et à l'époque, certainement, au moment de l'accord de Plaza, le gouvernement japonais était obligé de libéraliser complètement le marché financier. Tandis que la Chine a décidé de procéder à une libéralisation progressive de son marché financier. Et la décision a été prise par le gouvernement chinois bien avant la guerre commerciale. Donc c'était une décision ou une initiative prise par le gouvernement chinois avant la guerre commerciale. Ce n'était pas forcé. Ce n'est pas une décision forcée par le gouvernement américain. Mais en plus, si on regarde le processus de la libéralisation financière chinoise, c'est toujours progressif, sous contrôle du gouvernement. Même cette fois-ci. En fait, si on regarde l'accord de négociation, etc., beaucoup de ces mesures dites de libéralisation financière ont été déjà appliquées vis-à-vis d'autres entreprises, vis-à-vis des entreprises européennes, par exemple. Avant, des entreprises américaines, les entreprises européennes bénéficiaient déjà de ce genre de mesures. Les entreprises financières américaines pourraient donc bénéficier aussi de ces mesures de libéralisation. Et donc c'est incomparable. L'un des grands sujets de cet accord est la
protection des propriétés intellectuelles. Mhm. Certaines opinions pensent que c'est en quelque sorte favorable à l'amélioration des lois en la matière. Que pensez-vous? Si vous regardez par exemple les amendements de la loi chinoise ou l'orientation de la législation chinoise depuis plus de 10 ans, le gouvernement chinois et le Parlement chinois, donc l'Assemblée nationale populaire, ont mis l'accent sur la protection de la propriété intellectuelle. En fait, la Chine est devenue de plus en plus un pays producteur de brevets, producteur de brevets internationaux, producteur de propriété intellectuelle, des entreprises chinoises, technologiques. Mais en fait, vu la progression de l'investissement des entreprises chinoises dans la recherche et le développement, eh bien, ça progresse plus rapidement. L'année dernière, la somme de l'investissement chinois dans le domaine de la recherche et du développement est juste deuxième. Mais vu le rythme de la croissance, dans 1 ou 2 ans, la Chine va devenir le plus grand investisseur dans la recherche et le développement. La Chine aurait besoin de renforcer la protection de propriété intellectuelle pour ses propres comptes. Les entreprises chinoises ont aussi intérêt à protéger leur propriété intellectuelle parce que le nombre de brevets imposés l'année dernière, en 2019, des entreprises chinoises dépasse celui des entreprises américaines, de celui des entreprises japonaises, etc. Et donc, de plus en plus, la Chine aurait besoin de mieux protéger ses propriétés intellectuelles. Et donc, l'accord de cette négociation commerciale pourrait de retour forcer un peu l'application de ces lois, l'application de ces décisions du gouvernement chinois de mieux protéger les propriétés intellectuelles, de mettre plus de l'ordre sur le marché chinois. Les élections présidentielles 2020, est-ce qu'elles ont une certaine influence sur les relations commerciales entre les deux pays? Je pense que la raison où le gouvernement américain essaie de trouver une solution, donc la phase 1, etc., est due à bien des égards à cette échéance électorale. Parce que tous les signaux de l'économie américaine montrent que plus la guerre commerciale devient intense, plus les signaux de la récession économique est évidente. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si on ne trouve pas une solution à cette guerre commerciale, il est fort probable que cette année électorale deviendra une année de récession économique. Et une récession économique est fatale pour un président en exercice, surtout pour un président qui va essayer de gagner une autre élection alors qu'il est toujours en exercice. Et pour cela, beaucoup de médias suspectent le président Trump de vouloir arriver à une certaine moratoire de cette guerre commerciale, justement pour des raisons électorales. C'est ce que dit au moins le commissaire responsable du commerce international de la Commission européenne, Philip Hogan. Alors, du début de la guerre commerciale à la signature de l'accord sino-américain phase 1, les conflits entre les deux pays ont duré près de 2 ans. Et les deux pays se sont affrontés plusieurs fois durant cette période. Est-ce que cet accord marque-t-il une trêve entre les deux pays? Oui, une trêve, un cessez-le-feu, etc. Mais ça, on ne sait pas. On ne sait pas si ce cessez-le-feu va se transformer par exemple, en une armistice, etc. On ne sait pas.
Cela dépend de la personnalité du président Trump, par exemple. S'il gagne l'élection en novembre, si l'année prochaine l'économie américaine va bien ou pas, il y a beaucoup d'incertitudes. Parce que lorsque Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche, il dit que la certitude de mon exercice au pouvoir, ce serait l'incertitude. Alors, avec un tel président incertain, on ne sait pas. Tout peut se passer. Est-ce que le cessez-le-feu va se transformer en une armistice? C'est à voir. Ce n'est pas très sûr. Mais pour le moment, l'économie américaine a des signaux de faiblesse, des signaux de récession, etc. etc. Donc, si le président Trump est rationnel, il aura intérêt à faire en sorte que la guerre commerciale s'apaise et que l'économie américaine bénéficie aussi de ses dividendes de cessez-le-feu. Et il faut tout de même que l'économie américaine traverse une période difficile parce que si on regarde l'économie mondiale est stagnante. On parle de la grande stagnation. Il n'y a pas ou pratiquement pas de croissance. Le taux de croissance aux États-Unis cette année est à 2%. Alors que au début de l'année, au début de 2019, sans prendre en compte les effets de la guerre commerciale, ils avaient estimé que les États-Unis pourraient avoir un taux de croissance au moins de 3%. Donc, d'une certaine manière, la guerre commerciale a contribué à un abaissement d'un tiers du taux de la croissance de l'économie américaine. Est-ce que la guerre commerciale a fait du bien? Non. Au contraire, la guerre commerciale a fait baisser d'un tiers de taux de croissance aux États-Unis. Mais en plus, au début de la guerre commerciale, le président Trump prétendait que la guerre commerciale pourrait servir à faire revenir l'industrie manufacturière américaine sur le sol américain. La réalité est qu'après 2 ans de guerre commerciale, l'investissement américain des entreprises américaines sur le sol américain dans le secteur manufacturier a baissé de 38%. Parce qu'avec cette taxe, cette surtaxe sur l'importation des produits, des pièces détachées, etc., les entreprises américaines n'osent plus investir dans la manufacture. Parce que même si une affaire même lucrative pourrait devenir un désastre commercial si la taxe monte, si le taux de douane est important. Donc, tout cela est contradictoire. Mais après, tous les effets néfastes sur l'économie américaine, l'administration Trump ne cesse de dire « nous avons gagné ». Donc, et de là, on pourrait très bien voir que finalement, la guerre commerciale n'a qu'un seul effet, c'est un effet électoral. Et maintenant, l'accord a été signé. La mise en œuvre et l'application de cet accord risque-t-elle d'être confrontée à des incertitudes? Là aussi, il faut voir. Je pense que durant l'année, ça va se passer plutôt normalement, calmement, etc. Parce qu'il s'agit de l'intérêt crucial du président Trump, c'est l'élection. Mais après novembre, je n'en sais rien. Parce qu'il se peut qu'après novembre, s'il est réélu, il n'aura plus de soucis à se faire pour les 4 ans à venir. Il peut revenir à la charge et à ce moment-là, les examens, etc., les prétextes pourraient surgir à nouveau. Merci pour tous vos commentaires et les analyses. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Et voilà, c'est la fin de cette édition. À la prochaine.